Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission des Mardis des Bernardins. Ce soir, nous allons parler de numérique mais aussi d'école, puisque ces dernières années, le numérique a pris de plus en plus de place dans l'enceinte de l'école. En développant l'usage des nouvelles technologies en classe, le gouvernement semble à la fois vouloir combler le retard de la France, mais aussi lutter contre l'échec scolaire. Dans le même temps, forcer d'observer la difficulté à appliquer ces différents plans pour le numérique à l'école. Alors ça soulève un certain nombre de questions. Les outils numériques actuels permettent-ils réellement à l'école de progresser? Quelle est la responsabilité des acteurs concernés? Et surtout, à quoi pourrait ressembler l'école de demain grâce aux avancées du numérique? Pour débattre de ce que le numérique peut ou ne peut pas apporter à l'école, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Monsieur Fourgous, tout d'abord. Bonsoir. Vous êtes maire d'Elancourt, ex-député UMP des Yvelines et chargé de la mission parlementaire auprès de Luc Châtel sur la modernisation de l'école par le numérique. Donc vous avez rédigé un rapport que vous avez remis en février 2010 au gouvernement Fillon, un rapport qui s'intitule « Réussir l'école numérique ». Vaste sujet, nous aurons l'occasion d'en reparler. Avec nous également sur ce plateau, Gemma Serrano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en théologie, enseignante à la faculté Notre-Dame et co-directeur de recherche au sein du département de sociétés humaines et responsabilité éducative. Et vous êtes également professeur à l'Institut supérieur de sciences religieuses. Enfin, sur ce plateau également, un spécialiste des nouvelles technologies. Bonsoir Pierre Georgeny. Bonsoir. Vous avez créé l'École nouvelle des ingénieurs en communication, que vous avez d'ailleurs dirigée jusqu'en 1994. C'est devenu Télécom Lille depuis. Après une carrière de DRH, vous avez été directeur délégué d'Orange Innovation, en charge du management et des ressources humaines. Et vous êtes aujourd'hui président-recteur de l'Université catholique de Lille. Donc inutile de dire que vous connaissez tous les trois parfaitement à la fois le numérique et le monde de l'enseignement. Et en préambule, rappelons que depuis la rentrée, il y a 500 écoles et collèges français qui sont connectés, suivant ainsi la première étape de ce qu'on appelle le plan numérique pour l'éducation, avant une généralisation qui devrait être effective dès la rentrée prochaine. Alors précisons aussi que c'est la première tentative de plan numérique, que la première tentative de plan numérique date d'il y a 30 ans. C'est en 1985. On en est aujourd'hui au 12e plan numérique. Alors Jean-Michel Fourgous, pourquoi une telle obstination? C'est-à-dire qu'il n'y a finalement pas d'avenir de l'école sans le numérique? Eh bien, écoutez, le budget de l'éducation nationale, je crois que c'est plus de 60 milliards, c'est même près de plus de 80 milliards si on rajoute l'enseignement supérieur. Et en fait, on est 25e dans le classement international PISA. Donc, bien sûr, les Français, ils veulent bien payer, mais ils veulent bien sûr aussi que leurs enfants aient ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, on n'a pas ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. L'éducation nationale, certes, il y a plein de bonnes intentions, plein de déclarations, de plans, de projets, mais voilà, les résultats ne sont pas là. A priori, le numérique semble être un outil de démultiplication, un démultiplicateur extraordinaire d'innovation, un accélérateur d'innovation. Et il est évident qu'on voit bien que c'est plus qu'un outil. C'est pas seulement un outil, c'est une culture. C'est une nouvelle culture et qui remet en cause même la gouvernance de l'éducation nationale, le recrutement des profs, la formation, l'évaluation des profs, le contenu des cours, la façon d'apprendre. Je veux dire, c'est beaucoup moins, bien sûr, verticale, c'est beaucoup plus horizontal, c'est beaucoup moins pyramidal. Donc on voit bien que les enfants, surtout les enfants qui s'ennuient en classe, bien sûr, vous retrouvent du plaisir à apprendre. C'est clair, et les profs, chose extraordinaire, bien sûr, augmentent le plaisir d'enseigner. Donc vous imaginez que déjà, rien que quand vous touchez ces deux variables, augmenter le plaisir d'apprendre des élèves et le plaisir d'enseigner des profs, bien sûr, vous rendez compte que vous êtes au centre d'une vraie révolution, bien sûr, qui en final concerne les résultats scolaires de nos enfants. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent votre point de vue, mais comment expliquer que ce soit si laborieux quelque part à mettre en place? Le rapport que j'évoquais tout à l'heure, que vous avez rédigé, a été remis il y a 5 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'action tout de suite et pourquoi est-ce qu'on en est au 12e plan? Et qu'est-ce que ce 12e plan, d'ailleurs, présente comme nouveauté? Parce que d'abord, quand on produit de la richesse, c'est mieux. Si vous aviez un taux de croissance de 3 points comme les Anglais, par exemple, je pense qu'on aurait beaucoup plus de moyens pour développer partout ce genre de système. D'abord, il faut avoir du très haut débit, non pas du haut débit seulement, du très haut débit.
Hein, moi, je me rends compte, je sais pas, à Liancourt, je suis le maire d'une ville assez moderne là-dessus. Les enfants apprennent par visioconférence avec des profs des États-Unis ou d'Angleterre. Ils ont des robots, ils ont tous des tablettes hein, qui ramènent à l'école. Bon, donc, on voit bien que ça consomme. Donc, de toute façon, quand vous voulez passer à l'ère des supports numériques pour vos élèves, vous devez aussi... l'infrastructure française pour le très haut débit, c'est... alors, les chiffres varient, ça doit être entre 15 et 25 milliards. Donc, voilà, faut se rendre compte que c'est aussi un choix budgétaire qui doit être fait derrière. Et pour ça, il faut encore savoir produire de la richesse. Parce que la redistribuer, c'est facile. Mais aujourd'hui, on a besoin de gens aussi qui sachent produire la richesse pour pouvoir vraiment se payer un modèle scolaire. Parce qu'il y a des inégalités. Elancourt, effectivement, est très équipé. Dans la Creuse, je ne suis pas certain qu'on ait le même système. Donc, il y a des nouvelles inégalités qui se créent. On va revenir tout à l'heure sur ce véritable laboratoire grandeur nature que vous avez mis en place dans la ville dont vous êtes maire, à savoir Elancourt. Monsieur Giorgioni, on parlait à l'instant de la résistance de l'école, quelque part, enfin en tout cas de la difficulté à appliquer ces différents plans. Jean-Michel Fourgousse parlait même de problématiques de gouvernance. Est-ce que pour vous, cette difficulté, elle est liée au fait que ça suppose un changement très en profondeur ? Oui, parce que je pense que souvent on a tendance à considérer la révolution numérique comme au fond une façon de faire mieux la même chose, d'accélérer un certain nombre de processus d'apprentissage. En fait, on est sur des transformations beaucoup plus profondes. On est sur des transformations de la relation maître-élève, par exemple. Hein. On voit bien que dans les modèles classiques, la relation maître-élève, au fond, elle se fait autour de trois missions, qui est d'éduquer, c'est-à-dire d'amener un enfant vers la position d'adulte dans une société avec ses codes et ses normes, d'instruire, c'est-à-dire, comme le dit Bertrand Vergely, compter, lire et écrire, c'est-à-dire être capable d'accéder au monde intelligible, au réel qui nous environne, et puis surtout enseigner, c'est-à-dire, vous savez, ce je ne sais quoi, cette espèce de lumière qui va relier le maître et l'élève, qui va faire passer le sens, le lien enseigné, les signes, c'est-à-dire, au fond, créer du lien, faire que ça fasse sens. Et le meilleur moyen de faire que ça fasse sens, c'est de témoigner par ce qu'on est, que les savoirs que l'on a font sens à la fois dans le monde, dans l'histoire, etc. Ces trois éléments-là sont dans une approche pédagogique classique intégrée. Quand on va utiliser le numérique, ils vont en quelque sorte, non pas se disloquer, mais se séparer. Avec les serious games et toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, le Cognitoid de Watson ou autre, l'instruction sera probablement, à partir du moment où elle sera sur des savoirs formels, sera probablement plus efficace et d'ailleurs probablement avec moins d'exclusion. C'est ce qu'on repère hein, sur des enfants qui apprennent mieux, avec une meilleure adaptation d'ailleurs des formes cognitives que prend l'apprentissage. L'éducation aussi, hein, on pourrait très bien imaginer des systèmes de simulation, etc. Par contre, tout ça va être séparé dans le temps et dans l'espace et va revenir à cette tâche d'enseignement qui est de donner du sens. Voilà. Et donc, c'est pas qu'une transformation. Je prends juste, si je peux me permettre d'un exemple dans le monde universitaire, on voit bien que quand on a des laboratoires de pédagogie expérimentale où nos étudiants sont connectés à la salle et donc accèdent à tous les savoirs sur Skype, des experts, des MOOC, etc., etc. Et du coup, l'enseignant qui habituellement utilisait 90% de son temps à transférer cette connaissance, ce savoir, se retrouve confronté à sa mission première, qui est celle d'enseigner, c'est-à-dire de donner du sens à ce qui est acquis. Et ça, c'est une transformation profonde du métier. On va parler tout à l'heure, effectivement, vous avez raison, de la transformation du rapport maître-élève. Gemma Serrano, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de malentendu au sens où on a tendance à considérer que le numérique serait juste un outil ? Bien sûr, je pense que le numérique peut être un outil, mais que c'est un outil qu'il faut penser, pas uniquement l'utiliser. Et donc, je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens que, bien sûr, il faut les penser, et donc il faut penser de nouvelles manières pédagogiques et didactiques de mettre en place. L'OCDE vient de nous dire que ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas. Le numérique, ça ne marche pas. On va discuter. Et il n'y a pas les apprentissages, les savoirs, il n'y a pas des acquisitions. Les inégalités n'ont pas disparu. Donc, ce n'est pas le numérique, ce n'est pas la panacée de toutes ces révolutions. Ça ne marche pas. Donc, pour moi, ce qui se joue, c'est cette interaction et cette nouveauté qui doit se faire, c'est de penser cet outil au bénéfice de cette pédagogie, de cette didactique. Et pour cela, je pense qu'il faut créer des équipes avec les professeurs, des équipes techniques, où il y aura des ingénieurs, où il y aura des designers, où il y aura des professeurs, et penser de manière nouvelle la pédagogie. Parce que si l'outil il n'est pas réfléchi, il est uniquement mis pour reproduire
les utilisations classiques, faire du texte, mais c'est sur écran, mais faire en vidéo, bon, oui, il y a plus d'activités qu'on fait, mais ça ne change rien et c'est pas pour autant qu'ils apprennent plus. Donc, pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est que ces outils doivent être réfléchis dans des équipes et des équipes qui vont vraiment changer la manière d'enseigner. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous faisiez référence, alors je précise juste pour nos téléspectateurs, à un rapport de l'OCDE, c'est effectivement un récent rapport qui date du 15 septembre dernier et qui révèle que les pays où les élèves font un usage modéré de l'ordinateur en classe enregistreraient de meilleures performances scolaires et qu'inversement, les pays qui ont largement introduit Internet sur les bancs de l'école n'ont pas forcément les meilleurs résultats scolaires. Alors je voudrais revenir à l'exemple d'Elancourt, hein, vous avez commencé à le lire tout à l'heure, donc la ville dont vous êtes maire, vous avez transformé un certain nombre de choses, investi des budgets conséquents, quitte à les prendre ailleurs, effectivement, parce que c'est la théorie des vases communicants, pour faire d'Elancourt un véritable laboratoire de recherche. Vous expliquez que les profs les profs et les élèves ont assez vite adhéré. Alors, Gemma disait que les inégalités n'ont pas disparu. Vous, justement, vous avez plutôt tendance à dire que le numérique permet de rétablir une forme d'égalité entre les élèves. Je vous prends un exemple. On sait dans les études que les enfants de cadre supérieur ou d'entreprise ou d'entrepreneurs donnent 3 fois plus de cours privés du soir à leurs enfants que des enfants d'ouvriers. Bon. Quand on a vu ça, nous, à Elancourt, on a testé, on a proposé du soutien scolaire en ligne gratuit. Donc on a rendu les cours privés en ligne gratuits. Et là, on s'est aperçu que les quartiers favorisés et les quartiers défavorisés revenaient à égalité d'utilisation, alors qu'avant, il y avait un écart. Donc ça montre bien quand même que le numérique, a priori, réduit l'écart d'accès à la connaissance bien sûr, entre des catégories favorisées et défavorisées. Puis il est évident qu'aujourd'hui, si vous êtes riche, écoutez, vous avez une tablette, alors vous pouvez avoir une tablette en or, si vous voulez, mais bon, ça ne change pas grand-chose sur l'accès à la qualité de l'image, à la qualité du son, à la rapidité d'accès à cette connaissance, ou d'échange, puisque il y a un grand plus avec le numérique, c'est que ça augmente la créativité des enfants, ça augmente leur autonomie et leur confiance en soi. Rien que ça. Voilà, maintenant, l'autre étude de l'OCDE, j'ai le sens de l'humour, vous devez l'avoir aussi, je pense. Hein, bon. Voilà, l'étude de l'OCDE, à mon avis, n'est pas très convaincante. Je respecte beaucoup l'OCDE, mais enfin, le corpus qui a été choisi, je crois que c'est une comparaison à partir de 2006 jusqu'à 2012, je ne sais plus, ou 2000. Bon, déjà, il faut que vous sachiez qu'en 2006, 2007, 2008, peu de supports numériques étaient entrés, notamment en France, en tout cas. Donc le CDE pour l'instant n'a pas de grands moyens de mesurer ça. Il y a une étude qui a été faite, je crois que c'était Marzano, c'est une étude aux États-Unis qui porte sur des milliers d'individus là, qui montre bien que vous pouvez aller jusqu'à une amélioration, jusqu'à, je crois, près de 30%, à partir du moment où vous avez des supports où il y a appropriation, accompagnement, donc bien sûr, par l'ensemble de la communauté éducative. Bon. Donc voilà, je pense que l'OCDE a d'autres qualités, je ne veux pas du tout remettre en cause, mais d'abord, leur corpus est très ancien. Donc vous voyez, parce que vous dites qu'il y a quelques mois est sortie une étude, on a l'impression que l'étude, vous voyez, on a testé en 2015. Absolument pas. Absolument pas. C'est un terrain qui a plusieurs années. Voilà. On va quand même continuer à parler de cette étude, même si j'entends parfaitement vos réserves, puisque Pierre, elle va plus loin. Cette étude, elle révèle que 99% des élèves de 15 ans ont au moins un ordinateur à la maison. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et que 96% des élèves défavorisés ont accès à Internet chez eux. Alors, vous avez parlé d'égalité. C'est vrai que l'égalité sociale, c'est une des missions de l'école, pas la seule. Est-ce qu'il faut en déduire, compte tenu de ces statistiques, donc je répète, 99% des élèves de moins de 15 ans ont un ordinateur à la maison et 96% des élèves défavorisés ont accès à Internet chez eux, est-ce qu'il faut en déduire que la fracture numérique est finalement plus un mythe qu'une réalité ? Je pense que la fracture numérique, en tous les cas, ne se superpose pas forcément à la fracture sociale. Et je pense que c'est une erreur de parler de fracture numérique. Il y a des fractures numériques qui peuvent être générationnelles, qui peuvent être sociales, économiques, etc. Ça, c'est d'abord une première chose. Ensuite, je pense, j'aurais
Je suis presque d'accord, mais avec quand même un petit bémol. Je pense que quand même, les expériences par exemple, de la Khan Academy, parce qu'on parle très français, mais dans certains pays d'Afrique ou ailleurs, permettent aussi des accès à la connaissance, notamment on connaît dans situations de femmes, etc., qui n'ont pas accès. Donc là, on peut voir une vertu du numérique qui est objectivable. Dans nos économies et dans nos sociétés, c'est un peu plus compliqué parce que on sait que qu'est-ce qui fait qu'un enfant n'apprend pas? C'est pas parce que, alors évidemment, s'il n'a pas accès à la connaissance, il ne peut pas apprendre. Mais souvent, c'est parce que cette connaissance, ce savoir, ne fait pas sens. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas capable de construire le sens que ça a pour lui d'apprendre. Et donc, la question de l'apprentissage ne peut pas se poser simplement dans une méthodologie d'efficacité pédagogique. Il y a des efficacités pédagogiques extraordinaires. Moi, j'ai eu des profs avec une efficacité pédagogique absolument incroyable, avec la craie et le tableau. Donc, ce n'est pas seulement une question d'efficacité pédagogique. Mais je pense qu'en même temps, c'est une non-question, parce que le numérique est là. C'est-à-dire, on ne va pas se poser la question, faut-il mettre le numérique là? C'est comme dire, est-ce qu'il faut mettre le stylo à l'école? Le numérique, il fait partie intégrante, vous venez de le dire, de la vie. Et donc, la question que l'on doit se poser, c'est que comme maintenant, c'est dans l'univers complètement intégré de ces jeunes et de ces enfants, ça fait partie intégrante de ça. Vous avez parlé de fracture sociale, et je vous remercie d'avoir fait, parce que finalement, plus que de fracture numérique, est-ce qu'on ne peut pas parler, Gemma Serrano, de fracture sociale du numérique? Et je rebondis sur ce que vous avez dit, la question du sens, sur ce que disait Jean-Michel Forgousse tout à l'heure, à savoir que l'enjeu, c'est peut-être plus un enjeu d'appropriation. Autrement dit, si les enfants issus de milieux défavorisés ont certes accès au numérique, est-ce qu'ils ont en revanche la même culture numérique? J'entends par là, est-ce qu'ils ont la même approche, la même utilisation que ceux de milieux plus aisés? Donc, la fracture, bien sûr, ce n'est pas que tout le monde a un ordinateur chez eux, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet ordinateur? Et donc, si dans cet ordinateur, les activités, le CD dit c'est 9 activités qui se font à l'école et qui peuvent se faire aussi, c'est de chatter, c'est d'envoyer des mails, c'est de chercher des informations, c'est de pratiquer, de répéter les cours, ça marche. Ça marche surtout pour les langues étrangères, parce que tu peux être en lien avec quelqu'un natif, voilà. Et donc, ça peut marcher dans ces pratiques répétitions. C'est pour faire des devoirs individuels, pour se mettre dans d'autres groupes et travailler en équipe. Donc, il y a des choses qui se font. Mais s'il y a une fracture, si on doit parler dans ces termes, c'est dans qu'est-ce qu'on fait avec cet ordinateur et si ce travail qui est fait apprend vraiment. Comment cela se met en place. Pour moi, c'est vraiment la question et je pense que là, et j'insiste, est à repenser la pédagogie numérique, à la repenser. Voilà, c'est pas parce qu'on a plus d'accès à beaucoup d'informations, on peut être tous. Je me souviens des examens que nous faisaient passer mes premières années, on les passait en bibliothèque. Donc, vous avez tous les bouquins qu'on voulait pour faire passer l'examen. Donc, ce n'est pas parce qu'on a toute l'information que ça sert à quelque chose. Hein. Cette information, il faut la classer, il faut savoir la chercher, il faut savoir la discriminer. Non, il faut savoir les sources d'autorité de cette information, si elle est pertinente par les sujets qu'on travaille, comment on va chercher les pages et comment on va discriminer certains ou non, comment après ce travail on peut l'élaborer, les mettre ensemble, comment après on va l'exposer, comment les systématiser, comment on va les critiquer aussi. Il y a tout ce travail qui s'est fait que c'est pas parce qu'on peut avoir toute l'information à portée des mains que ça crée un enseignement. Oui, je pense que là, on touche, à mon avis, je ne dis pas qu'on ne touchait pas le cœur avant, mais le cœur de la question, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la question du numérique et de l'école, puisque le numérique est là, c'est vraiment de sortir de la question qui serait de comment transmettre avec le numérique. La question, c'est quoi transmettre? Et on sait qu'il y a une interaction très forte entre le quoi et le comment. Et donc, je vais prendre un exemple un peu prospectif. Google s'est un peu planté avec ses Google Glasses, mais il redémarre, là. Il part sur des hypothèses très, très ambitieuses. C'est quoi transmettre à un jeune qui va arriver avec ses Google Glasses et qui aura, en langage naturel, accès à Watson d'IBM, pouvant poser n'importe quelle question dans un langage et obtenir la réponse. Mais la réponse, c'est une réponse c'est un savoir formel, c'est une réponse de connaissance. La question, c'est qu'est-ce qu'il en fait?
C'est-à-dire qu'effectivement, un jeune pourra immédiatement savoir que Marignan est en 1515, que c'est François Pognier qui se battait avec les Italiens, enfin avec certains Italiens, etc. Mais qu'est-ce qu'il en fait? En quoi ça fait sens dans sa vie? Qu'est-ce qu'il va en tirer concrètement? Et donc la question qui se pose aujourd'hui sur le numérique, c'est quoi transmettre dans un monde qui est transformé par le numérique? Nous sommes en train de rentrer dans un monde de complexité, alors qu'on a construit tous nos systèmes sur un monde de prévision, de planification, de définition des connaissances qui permettaient de maîtriser ce monde. On rentre dans un monde non maîtrisable, dans un monde qu'on ne connaît pas, et qu'en plus on va avoir à recréer. Un monde complexe avec beaucoup, comme on dit dans Et les qu'on va termes avoir à consacrés, recréer. d'infobésité. Je pense que vous êtes tous les trois à peu près en phase sur la nécessité de pédagogie, d'accompagnement, de donner du sens. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Michel Forgousse, que la direction du numérique pour l'éducation, la DNE, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a été créée récemment, ça fait à peu près un an, en mars 2014, est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens justement pour accompagner cette nécessaire pédagogie, de savoir quoi transmettre, comment se l'approprier? Est-ce que ça vous paraît une initiative qui va dans le bon sens? Écoutez, je crois que de toute façon, il faut une volonté politique déjà, des dirigeants. Moi, je le vois bien. Déjà, il y a des régions. Oui, mais par exemple, je vois il y a une région. Je sais pas, vous avez un président de région qui croit, puis un autre qui croit pas. Vous vous sentez dans le niveau d'équipement, dans le niveau d'accompagnement. Bon, donc on sent bien qu'il faut une volonté politique. Bon. Je crois qu'elle l'est. D'ailleurs, s'il n'y a même pas de variable gauche-droite là-dedans, je pense que les deux partis ont une volonté. Bon, après, il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens et puis il faut aussi faut pousser, quoi. Mais vous le dites vous-même très bien. Enfin, il n'y a plus de débat sur le numérique. Enfin, vous plaisantez. Oui. Pour ceux qui se baladent dans le monde, enfin, ou à ce moment-là, rendez-moi vos appareils de téléphone que vous avez sur vous, vos ordinateurs, vous montrez votre voiture, je démonte toute la partie numérique et vous essayez de démarrer. Et bon, vous allez voir, c'est quand même, aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est plus un débat. C'est comme la mondialisation. Il n'y a qu'en France où il y a un débat sur la mondialisation. Enfin, vos chaussures, elles sont fabriquées où? Votre t-shirt, enfin, qu'est-ce que c'est que votre chemise? Bon, bref, soyons bien sûr dans la réalité. Bon, cela dit, le CDE, attention, le CDE dit lui-même qu'il y a beaucoup trop de variables pour de toute façon donner un avis définitif. Faut pas oublier. Je ne suis pas l'apologète du OCDE. Donc je veux pas mettre, voilà, le CDE est très prudent dessus. Bon, quant aux directions de l'éducation nationale, moi j'ai poussé dans mon rapport, bien sûr, à ce qui est. Alors j'aime pas trop les structures publiques parce que ça, on va tous en mourir. Enfin, si vous avez encore des impôts, si vous avez encore des billets dans la poche, je vous le dis, on peut vous créer un nouvel impôt, si vous voulez. Mais voilà, au bout d'un moment, les structures publiques, il va peut-être falloir arrêter, les observatoires, les bons. Donc il faut surtout mettre des gens qui ont le sens de l'action. Parce que c'est bien de concevoir, mais après, il faut des gens d'action qui mettent en place, qui accompagnent. Il faut une culture managériale. Il n'y a pas, même ce mot management est souvent tabou à l'éducation nationale. Donc il faut, au-delà de. C'est bien d'avoir une direction comme cela, hein, bon, qui quand même rassemble surtout les contenus. Il faut se mettre d'accord sur des contenus. Encore qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est l'ubérisation, quelque part aussi, une forme d'ubérisation, même des contenus. Parce que de toute façon, les élèves, ils s'en moquent de ce que vous imposiez des contenus. Ils les trouvent tout seuls, entre eux, etc. Donc il faut commencer à vivre avec ça, même si le prof est là aussi pour dire ça, c'est une mauvaise information, ça, c'est une bonne information. C'est pour ça que le prof doit être bon. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit le respect, c'est les barrettes là, des profs. Un prof qui est fort en numérique, moi je le vois, il est en cours en tout cas. Attention au respect, comme on dit dans les banlieues. Hein. Celui qui ne l'est pas, bon. Donc aujourd'hui, voilà, il faut bien voir que vous avez une forme de hiérarchie qui se crée. Alors vous disiez tout à l'heure sur les parents, c'est vrai que c'est mieux d'avoir des parents, bien sûr, qui sont ingénieurs informaticiens. On voit bien, il y a une forme de petite fracture, etc. Bon, mais c'est plus les mêmes fractures. Je crois qu'il faut le dire. Donc voilà, vous êtes en tout cas. Alors les codes de l'apprentissage, il y a plusieurs choses que vous avez évoquées. Attention, c'est très codé l'apprentissage par l'éducation nationale en France. C'est pour ça que les fils de profs, bien sûr, ont un avantage par rapport aux autres. Bon, moi je suis né à Montreuil dans les HLM de Montreuil. Je me souviens, je n'avais pas l'école, je n'étais pas un bon élève d'ailleurs. Hein, bon, j'ai arrêté mes études à 16 ans, je suis allé travailler parce que je m'ennuyais à l'école en plus. Et j'étais fort en maths, c'est tout le reste, j'étais complètement nul. Je suis allé travailler chez IBM à 16 ans, c'est à l'époque, hein, ça fait très longtemps. Et je me souviens, c'est tout ce qui est logique algorithmique, c'était structurant, ça m'a redonné confiance en moi. Voilà, et je me souviens, je trouve qu'il y a des formes d'enseignement quand même proches avec le numérique qui permettent d'être beaucoup plus structurants, d'être beaucoup plus. Ça rassure l'enfance. Et je peux vous dire, moi j'ai Trappes dans ma circonscription. Voilà, j'ai fait pas mal aussi de travaux sur Trappes. On fait bouger les choses. Donc aujourd'hui, alors je sais que l'égalitarisme c'est très à la mode en France de parler toujours d'égalitarisme. Bon, de toute façon, je vais vous donner un dernier exemple sur l'égalitarisme aussi. C'est que quand j'allais voir des gens dans les quartiers un peu sensibles, bon, vous rentriez dans une famille.
ben, il y avait un dictionnaire qui était déchiré avec des taches de vin dessus, etc. Bon. Et puis, dans une autre famille, il y avait l'Encyclopédie Universalis en, je sais pas, 12 ou 17 volumes, je sais plus. Bon, bref. Donc, de toute façon, voilà, cette lutte de classe, entre guillemets, cette différence existait. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Parce que avec ça, vous n'avez plus la même différence entre le dictionnaire, entre le livre déchiré, entre tout le monde a accès. Et regardez, en Afrique, je vous donne un exemple. Moi, je suis allé en Afrique, voir un peu comment ça se passait. Bon, vous avez des classes où vous avez 200 élèves. Vous imaginez ce que c'est que 200 élèves dans une seule classe? Bon, donc il faut bien voir que si on veut... Et c'est pour ça qu'il faut, mon jet d'apporter le numérique pour l'humanité tout entière, parce qu'il est évident qu'en Afrique, vous allez débloquer des situations extraordinaires, parce qu'à partir du moment où le numérique c'est accessible aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher qu'un livre, d'ailleurs souvent, etc. Bon, à partir du moment où vous donnez des contenus, vous donnez des accès, alors il faut résoudre le problème comme des réseaux, hein, bien sûr, encore qu'il y a des pistes. Bon, mais on voit bien qu'on est devant une révolution de toute l'humanité pour développer l'égalité, une forme d'égalité, il ne faut pas rêver, une forme d'égalité d'accès à la connaissance. Et rien que ça, alors maintenant, il faut des directions, il faut des coordinations entre les États-Unis, entre les Européens, entre les Asiatiques, etc., pour qu'il y ait des fonds, il y ait une modernisation de ces soutiens. Mais je pense que les pays comme on dit, en voie de développement, je ne sais plus quel est le terme qu'il faut dire aujourd'hui, voilà, ils sont demandeurs, et je crois qu'il y a une des sorties de beaucoup de problèmes que nous avons à gérer par cette généralisation de ce genre de système, et bien sûr contrôlé par des instances, parce que c'est sur les contenus. C'est vrai que les contenus, surtout plus l'élève est jeune, plus il faut bien sûr avoir un œil vigilant là-dessus. Vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir avant sur la question de la conduite du changement, mais du coup, la fin de l'intervention m'amène à réagir sur autre chose. Je pense qu'on est, quand on parle de la révolution numérique, aujourd'hui, on est très en deçà de ce qui est en train de se produire. Et je crois notamment, vous parliez des hiérarchies et des codes de l'éducation, je ne suis pas sûr du tout que demain, si par exemple on obtient, enfin en tous les cas on obtient, je ne sais pas si ce sera un progrès, mais on observe les chocs de productivité que l'on prévoit notamment dans les métiers du tertiaire et l'explosion de l'économie créative aux dépens de l'efficacité productive, je ne suis pas sûr que les codes et les hiérarchies qui sont provoquées par l'école soient conformes aux hiérarchies sociales, c'est-à-dire au fait qu'on s'en sortira ou qu'on ne s'en sortira pas dans l'économie de demain. Je le vois tous les jours. Je viens du monde de l'entreprise. Je ne rentre pas dans la polémique habituelle. Les surdiplômés ne sont pas ceux qui réussissent le plus. C'est encore vrai que ce sont ceux qui réussissent le mieux, mais je ne suis pas sûr que dans l'économie qui est en train de se préparer, de se mettre en place, dont on n'a pas d'ailleurs idée complètement précise, la hiérarchie des savoirs tels qu'on les hiérarchise dans l'école conduisent à ce que les meilleurs s'en sortent le mieux et ce que les moins bons s'en sortent le moins bien. Il y a un bouleversement des hiérarchies traditionnelles, et ça, c'est une vraie question que doit se poser l'école. Deuxièmement, je suis peut-être un peu long, vous m'aviez dit de ne pas être trop long, mais deuxièmement, je crois qu'on n'appréhende peut-être pas suffisamment que les transformations économiques et sociales qui sont en train de vivre vont nous amener à avoir un rapport complètement différent à la question de la compétence sociale, de la compétence professionnelle. Je crois que ça, c'est la vraie question du numérique, et je crois que c'est par là qu'on doit déjà se la poser. C'est comment on se prépare et comment on prépare les jeunes à cette transition qui est d'ordre anthropologique. Nous sommes sur une transformation d'ordre anthropologique. Certains parlent d'ailleurs de l'anthropocène, disant qu'il y a une transition de même niveau que ce qui s'est produit il y a 7 ou 8 000 ans. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Michel, que les rapports à l'autorité ont un peu changé, que les professeurs qui maîtrisent bien le numérique sont plus respectés. Gemma Serrano, la relation entre prof et élève est-elle, selon vous, amenée à se transformer? Et à se transformer dans quel sens? À se transformer en s'enrichissant ou à se transformer en s'appauvrissant? Je ne crois pas qu'elle est amenée à se transformer. Au sens où, par exemple, les élèves vont systématiquement vérifier, valider ce que dit le prof sur Internet, etc. Il y a quand même quelque chose dans le rapport entre professeur et élève qui évolue. L'élève vérifie en temps réel, quand le prof lui parle, il vérifie s'il a la même définition sur Internet. Et il le dit tout de suite publiquement. Donc vous pensez que ça modifie, que ça transforme le rapport Sur un amphi, c'est d'abord très difficile de maintenir des étudiants. C'est de plus en plus difficile de les maintenir dans un amphi. Et très rapidement, effectivement, il y en a un qui vous dit « Mais monsieur, ce monsieur, il n'est pas né en 51, il est né en 52. » Et lorsque vous citez une référence, il vous dit « Je l'ai trouvé. » Et un autre, à l'autre bout de la salle, lui dit « Tu pourrais pas me passer le lien ?»
Et au bout de 5 minutes, en tant que prof, je ne maîtrise plus rien. Vous me disiez d'ailleurs que les élèves ne veulent quasiment plus aller en amphi. Ça les Oui, enfin dire qu'ils ne veulent plus aller en amphi. Il y aura toujours, je pense, des profs, et on revient à la question de l'enseignement, qui savent tenir un amphi, je dirais presque de 500 personnes dans une attention très forte. Il y en a toujours, mais il y en aura toujours. Mais en même temps, c'est vrai que ce mode maillé, coopératif, cette convergence Internet, on la voit y compris dans les modes de coopération que les étudiants et que les élèves réclament dans les classes, ce mode de coélaboration, etc., etc. Dans ce sens, je pense que ça ne change rien au véritable métier de l'enseignant, qui n'est pas celui uniquement de dire « je sais, toi tu ne sais pas, si tu arrives, ça marche, sinon tu restes en dehors ». C'est lui qui enseigne. Ce n'est pas uniquement les métiers spécifiques, c'est aussi une attitude. C'est aussi une manière d'éduquer, de vivre. C'est un mode. Et cet enseignant, cette manière de faire, de penser, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à critiquer, à se distancier, à raisonner tout court, ça... on ne pourra pas en faire l'économie, c'est ça? On ne pourra jamais en faire l'économie. Et donc, ce témoignage, cette responsabilisation, cette manière d'être en face des étudiants, des élèves, tout cela nécessite encore et toujours, cela ne disparaîtra pas. Alors vous mettez le doigt sur un sujet important aussi, qui est le sujet de la déresponsabilisation, qui est un sujet qui est condamné par certains, y compris parfois par certains jeunes, puisqu'il y a une récente enquête réalisée, pour ne pas la nommer, par la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC, qui révèle que 77% des jeunes estiment même que le numérique est trop présent. Alors vous allez encore nous dire que c'est des thèses obscurantistes, Jean-Michel Fourgousse, et qu'il faut apprendre à se méfier tout en le sachant essentiel. Est-ce que vous avez le sentiment que les outils numériques tendent à déresponsabiliser les jeunes ? Je pense que ça appelle à une autre forme de responsabilité. Je pense qu'on vient d'une société qui, au fond, a utilisé une forme de délégation de moyens, délégation aux politiques élus, le soin d'édicter les codes, les normes et le droit, délégation au marché, le soin de produire les équipements, les services à valeur ajoutée. Et on voit que ce qui est une conséquence d'ailleurs de la convergence Internet, c'est une forme de désintermédiation, c'est-à-dire que l'asymétrie sur laquelle on a appuyé le développement de nos démocraties et le développement du marché, dans l'économie de marché, c'est l'ubérisation, est en train de se réduire chaque jour. Et au fond, ça veut dire qu'avec la crise des hiérarchies formelles et la crise des institutions, on va pas se mentir, de plus en plus, les institutions ont de moins en moins prise sur le réel. On peut le regretter, il y en a même qui s'en félicitent. Je ne fais pas partie de ceux-là. Mais en tous les cas, c'est une réalité. Dans ce cadre-là, on voit bien que si on veut avoir un enthousiasme de l'avenir, et je l'ai, garder le goût de l'avenir, il va falloir penser autrement à la responsabilité. Chacun doit prendre conscience qu'il est porteur d'une part d'universel dans chacun de ses actes et ne peut plus s'appuyer sur les institutions d'appartenance pour leur laisser le soin d'exercer sa responsabilité collective. Et c'est là que ce mode maillé coopératif transforme cette responsabilité. Parce qu'on a créé des alliances inédites sur le réseau, etc., qui peuvent conduire d'ailleurs à des formes d'obscurantisme, mais aussi à des formes d'action. Et donc, c'est le changement de la nature. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord lorsque Pierre-Rosan Vallon, Edgar Morin ou d'autres disent l'enjeu essentiel, c'est la montée en conscience. Et c'est là où je vous rejoins. Absolument. Et c'est là où je vous rejoins en disant que c'est le premier effet. C'est la montée en conscience individuelle. Et en reprenant l'image de Pierre Rabhi, je crois qu'on va avoir besoin d'être tous des colibris. Il va falloir qu'on fasse la part du job. Oui, mais je voulais insister sur ce travail de l'enseignant et de cette conscience où les compétences à acquérir doivent aller au-delà des savoir-faire spécifiques et doivent aller au-delà de l'acquisition des connaissances. Ça fait partie, c'est une des parties du métier, mais ce n'est pas que l'assimilation des contenus. Il faut donner cette opportunité à l'amélioration des soi, à un engagement pour les biens communs. Oui, je lance les biens communs, parce que ce n'est pas uniquement la verticalité contre l'horizontalité, c'est tout devenu. Donc cet engagement pour les biens communs, donc éduquer à ce sens de la justice aussi. On peut parler du développement de la créativité, bien sûr. L'outil peut aider, mais ce n'est pas que ça, c'est le développement de la créativité, un désir d'apprendre de manière continuelle
Pas parce qu'il faut la formation continue, parce que sinon on reste en dehors du marché, il faut tout le temps s'informer. Sinon, c'est le désir des savoirs. Et puis, bien sûr, une ouverture aux autres, au monde et à celui qui a créé ce monde. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie effectivement, du professeur. On ne pourra pas laisser un robot dans un amphi qui va faire cours tout seul. Monsieur Forgouze, dans le rapport que vous avez rédigé et que nous évoquions tout à l'heure, on peut lire, je cite, « Le métier d'enseignant évolue, il devient un ingénieur pédagogique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une technicisation du métier d'enseignant? Écoutez, ça n'a plus rien à voir. Il devient metteur en scène. Il ne devient pas simplement transmetteur de savoir, parce que de toute façon, le savoir, il est accessible sans le prof. Il faut se le dire. Bon. Savoir, donc, je vous interromps, mais savoir, ça vient de sapere. C'est un saveur, c'est aussi un goût. Ce n'est pas uniquement quelque chose que je porte là et que j'assimile des connaissances et je répète. Savoir formel. Voilà, savoir formel. Voilà, parce que c'est quelque chose, savoir, c'est voilà, désir. Il faut bien se le dire, enfin, c'est la réalité. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'ailleurs, bon, dans le monde entier aujourd'hui, je me baladais aux États-Unis, en Chine, en Afrique, je suis allé voir comment ça se passait dans le cadre de ces enquêtes. Bon, donc voilà, faut être conscient que l'élève aujourd'hui, il apprend, alors en plus, il apprend plus à l'extérieur que dans l'école. Bon, donc il est évident que le métier d'enseignant, il faut qu'il sache travailler en réseau. Un prof qui ne sait pas travailler en réseau, il faut que le prof il donne son mail. Avant, il ne donnait pas son mail. Il faut qu'il puisse... je vous donne un exemple. Dans une école élémentaire, on me rapportait une anecdote où il y a un jeune prof qui vient d'arriver. Il n'est pas dans l'ambiance des concours où ils sont très forts en numérique, bien sûr. Et voilà, il hésite au tableau, sur un tableau numérique, il hésite. Bon, il y a un élève de 8 ans qui se lève et qui dit « Monsieur, je vais vous montrer comment on utilise, voilà, il faut ouvrir cette fenêtre-là, etc. » C'est sûr que je veux dire que le prof, oui, il faut se réadapter. Donc la relation prof-élève, je veux dire, elle évolue. Et puis en même temps, ça se passe. Il s'aperçoit que ça se passe bien, ça ne change pas la hiérarchie, mais voilà, ils échangent, le niveau d'échange n'est plus le même. Donc le prof, il doit être, je dis, animateur, metteur en scène, producteur aussi de contenu, puisqu'il touche au contenu, il échange. Alors maintenant, ils travaillent ensemble, parce qu'avant, les profs, on n'aurait pas après travaillé ensemble. Hein. Je veux dire, chacun avait son contenu, on communiquait très peu. Ça y est, maintenant, ils communiquent, donc ils ont bien sûr des contenus beaucoup plus enrichis. Et alors, le top du top, on a fait un classement selon les profs. Bon, alors, il y a le niveau 1, bon, le type, il a à peine touché un ordinateur. Et il y avait le niveau 4, c'était le gars qui, d'une part, avait eu plusieurs générations d'ordinateurs, et préparait ses cours avec ses élèves. Là, c'était le top. Là, c'est l'adhésion totale. Les profs n'interprètent toujours autant. Dans les colonnes de Rue 89, on pouvait lire l'an dernier le témoignage, ou plutôt le coup de gueule, je devrais dire, d'un enseignant qui affirmait haut et fort son refus d'avoir recours à Pronote. Alors, vous disiez, il faut donner son mail. Pronote, c'est un logiciel qui est désormais imposé aux professeurs. Alors, il rejetait ça au motif que ça déresponsabilisait les élèves et surtout que c'était une forme d'intrusion dans sa vie privée, puisque les parents peuvent contacter les profs à tout moment. Est-ce que vous, alors vous, c'est l'enseignement supérieur, mais est-ce que vous mettez en place ce genre d'outils et est-ce que vous pouvez comprendre la résistance de certains profs comme celui-ci? Alors d'abord sur les outils, vous disiez tout à l'heure, il paraît évident qu'on ne pourra pas les... Non, moi je suis, en tant qu'enseignant, ayant été enseignant, je rêve d'avoir un robot dans l'amphi qui fasse le cours au sens des savoirs formels. Si en parallèle, je peux capter mes étudiants avec l'image de ce prof... qui m'a toujours frappé dans les universités américaines, c'est ce prof assis par terre et ses étudiants autour de lui. Quand il parle avec ses étudiants, il y a quelques moments où il se lève au tableau. Et donc, si je peux avoir ce lien privilégié avec mes étudiants, cette proximité et enseigner, alors à ce moment-là, au contraire, je préférerais être libéré et pouvoir faire ce travail. Donc ça, c'est sur la première remarque. Sur votre deuxième question, excusez-moi, qui était de savoir si vous pouvez comprendre la résistance de certains professeurs. Oui, alors là, par contre, ça touche à autre chose qui, à mon avis, qui touche d'ailleurs à des aspects plus de psychologie. Moi, je suis assez horrifié. J'ai vu aux États-Unis le développement de ces petits gadgets que vous mettez dans la poche des enfants. Et il y a même maintenant des classes qui continuent de communiquer avec les parents pendant que l'enfant est à l'école pour dire Manon pleure, mais ça va mieux, elle s'amuse. On en voit même des photos. Ça pose quand même une sacrée question, qui est la question de la rupture du lien. Je veux dire, la construction de l'adulte, enfin, s'il y a cette espèce de laisse où l'enfant, au fond, ne peut plus faire la différence entre le dedans et le dehors. Et donc, moi, je comprends un enseignant qui, à un moment, veut quand même, au fond, sanctuariser. C'est un espace de construction de l'identité
des enfants en adultes, et donc il doit être absolument préservé en tant que tel. Maintenant, de façon asynchrone, si je puis dire, en dehors de la vie scolaire, très bien qu'il y ait cette interaction, puisque les parents ont une responsabilité éducative, évidemment, qui est première. C'est la déresponsabilisation que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, est-ce que finalement, il ne conviendrait pas de dépasser ce manichéisme des pour et des anti, de ceux qui parlent de déshumanisation, de ceux qui trouvent que c'est formidable, pour envisager finalement plus sereinement, si je puis dire, les conditions du recours au numérique dans l'enceinte de l'école? Et est-ce que vous ne pensez pas, Gemma, que ce sont ces conditions qui sont à repenser? Je pense qu'ils sont à repenser, qu'il y a des hybridations possibles. Par exemple, un robot, utiliser la technologie, utiliser même des cours virtuels, hein, pourquoi pas, où ils sont dans la salle. Une hybridation avec la technologie et l'humain. Pas de faire tous les trucs machine contre homme, une hybridation possible. Une hybridation, je reviens encore sur cette pédagogie qui doit se penser de manière numérique et pas penser encore de la même manière, parce que ça a radicalement changé. Et puis aussi, je ne m'en souviens plus. Alors, pendant que les idées vous reviennent, juste, j'avais une question pour vous, Monsieur Forgus. Il y a des chercheurs qui ont essayé d'intégrer du présentiel en plus des cours en ligne pour des groupes d'étudiants, et leur conclusion, c'est que pour un meilleur apprentissage, les élèves ont finalement besoin d'un sens de la communauté fort. Donc on est loin du tout pour ou du tout contre. Comment vous vous positionnez sur ce besoin d'appartenance? Alors là, on parle plus des profs, on parlait tout à l'heure des profs, de ceux qui adhèrent ou pas. Là, on parle des élèves qui ressentent profondément, intrinsèquement, ce besoin d'appartenir à une communauté. Écoutez, moi j'étais traumatisé par le prix des études de mon fils aux États-Unis. Surtout quand il m'a dit papa, en fait, je passe 80% de mon temps de toute façon sur un écran ou sur une tablette, sur un ordinateur, bon, et même de toute façon, même en cours, de toute façon, on a notre Apple. Voilà. Donc je lui dis, écoute, ça fait un peu cher, si tu veux, peut-être on aurait peut-être pu trouver une autre solution. Bon, même chose à Harvard, on m'a dit la même chose. Bon, voilà, aux universités. Donc faut quand même se dire qu'il se passe sacrément quelque chose. Hein. Donc le temps. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai appris. C'est intéressant. C'était à Harvard. Ça, c'est la nouvelle présidente d'Harvard. Bon, d'abord, Harvard a 33 milliards de fonds propres. Hein. Bon, ça vous donne une petite idée comment ça fonctionne. Ça change la donne. Hein. Bon. Deuxièmement, la présidente. On se dit, tiens, elle était nommée. Pourquoi? Parce qu'elle est une bonne chercheuse? Non. Parce qu'elle est une bonne prof? Non. Parce qu'elle est chargée d'aller chercher des moyens financiers. Alors, elle va voir, elle a par exemple un objectif de trouver 6,5 milliards. Bon, comment elle fait? Elle va voir des grosses entreprises, je ne sais pas, Google. Donc voilà, bonjour Monsieur Google. Moi, je suis donc président d'Harvard. Voilà, on a les meilleurs chercheurs du monde, vous le savez. Bon, on étudie votre marché. Je pense que vous n'avez pas vu que dans 2 ans, vous avez une évolution de votre marché vers telle technique. Bon. Et donc, je pense que on vous propose de former 200-300 salariés de votre maison pour les préparer à ce virage. Bon. Alors, premièrement, on a les meilleurs chercheurs, on a les meilleurs contenus, les meilleurs profs du monde. Donc voilà. Donc en plus, ils sortent avec un diplôme d'Harvard. Bon, ça peut aider dans le sentiment d'appartenance de votre boîte pour vos 300 sélectionnés. Bon, voilà. Et c'est temps. Donc, faut bien voir. Et c'est court. Et j'en reviens à votre question. C'est court. C'est cher, mais c'est plus de 50% en e-learning et moins de 50% en présentiel. L'ASEGOS, un des premiers organismes européens de formation, on leur a posé des questions pendant la mission parlementaire. Idem, ils nous ont dit, nous, maintenant, c'est 50% de présentiel, 50%. Je crois que ça a augmenté. D'ailleurs, la partie e-learning a augmenté maintenant. Mais à l'époque, ils nous disent 50% de e-learning, 50% de présentiel. Donc de toute façon, et déjà même un élève, on sait aujourd'hui, même en primaire, un enfant aujourd'hui, il apprend autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc faut bien se dire, et quand on regarde aussi en détail dans les études scientifiques, un enfant apprend 10% pendant le cours. Hein, c'est la plus faible partie de l'apprentissage, c'est quand il est en collectif, dans une classe. Bon, l'essentiel, il l'apprend de façon individualisée. C'est la pédagogie individualisée, bien sûr. Et ce genre d'outil est bien sûr est complètement dans la pédagogie individualisée. Mais vous avez raison, vous l'avez dit aussi, bien sûr que le présentiel est très important. Les mots, il y en a qui marchent très bien, d'autres qui marchent moins bien. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une relation présentielle minimum. Maintenant, ce minimum, il va bouger. Il est à déterminer, mais voilà, vous êtes devant quand même une sacrée révolution, donc de toute façon, il va falloir bouger nos lignes quand même. Hein.
Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est le mot. Je ne sais pas ce que c'est que le minimum. En tous les cas, y compris dans l'entreprise, il a été démontré que la relation communautaire purement à distance ne fonctionne pas dans des logiques de transformation profonde. Quand on est sur des changements qu'on qualifie de type 1, c'est-à-dire des changements techniques, vous pouvez les changer à distance, vous n'avez pas de problème. Quand vous êtes sur des changements de type 2, c'est-à-dire où vous avez besoin de changer votre vision du monde, vous êtes sur le changement de vos représentations, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la relation doit être corporalisée, doit être territorialisée. Ça a été largement démontré. Or, aujourd'hui, je pense qu'on est condamné, ou c'est peut-être une formidable aventure, à être en permanence sur des changements de type 2. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas se dire, tiens, on va changer de représentation, puis on est tranquille pour 2 siècles. Non, on rentre dans un monde où on va devoir en permanence réinterpeller nos systèmes de représentation. Sur les trois, ce qui me paraît, moi, d'être une conséquence de cette révolution numérique, et on n'en a pas encore parlé, je suis tout à fait d'accord que l'altérité est une question qui va être fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est en train de se globaliser, de devenir de plus en plus interdépendant, avec, je ne sais pas si on l'a remarqué, on n'en a pas encore parlé, mais quelques enjeux environnementaux qui dépassent maintenant les clivages politiques. On a quand même un vrai sujet sur l'utilisation des ressources, sur l'utilisation de la maison commune qu'on est en train d'arraisonner, comme dirait un grand philosophe, et donc il va falloir probablement qu'on change de gabarit, qu'on change de méthode. Donc moi je veux bien qu'Harvard aille dire aux grandes entreprises, dans 3 ans, votre technologie sera celle-là. Ils sont incroyablement perspicaces, puisque la prospective aujourd'hui, fonctionnant comme une prévision, est de plus en plus en difficulté, si bien que maintenant on met en route des collectifs pour être prospectifs. Donc il me semble qu'il y a 3 fondamentaux et pour lesquels le numérique peut être une opportunité extraordinaire. C'est d'abord la question, je disais, de l'apprentissage de l'altérité, c'est-à-dire l'accès à l'autre différent, prendre en compte l'autre dans sa réalité et dans ce qu'on peut apporter dans cette relation basée sur ce respect de cette différence, etc. Parce que le monde sera différent. Exactement. L'école est un terrain à la fois corporalisé, mais aussi Internet peut être aussi ce terrain de la diversité et de l'accès à l'altérité. Le deuxième, c'est quand même la résilience. On n'en a plus parlé jusqu'à maintenant. C'est peut-être un mot tabou, mais je crois que de toute façon, je veux dire, l'accélération du délai d'accomplissement du désir dans l'économie de marché va bien falloir changer à un moment donné de cap. Et donc, la question de la résilience va se poser, c'est-à-dire de développer une vie bonne, malgré le fait qu'on n'ait plus nos limites, comme disent un certain nombre de personnes, il va nécessiter de le prendre. Et là aussi, les communautés de résilience qui naissent sur Internet, etc., ce qu'on appelle les tiers-lieux, les tiers-espaces, etc., sont probablement des pistes importantes. Et puis enfin, la coélaboration. Je crois que ce qui est en train de se transformer fondamentalement dans l'entreprise, dans la société, à l'école, c'est cette espèce de passage. Vous savez, je montre souvent les systèmes en disant, au fond, on a construit tous nos systèmes sous forme d'un triangle. C'est-à-dire qu'on avait un triangle de systèmes et on se centrait sur le malade. On avait un triangle de systèmes, on se centrait sur l'apprenant. Je crois qu'on rentre dans un système où à la fois le malade, l'apprenant, etc., de façon légitime ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas la question, mais souhaite devenir partenaire à part entière, centré sur le bénéfice attendu. Et donc, l'apprenti, l'apprenant, qu'on le veuille ou non, réclame, revendique d'être partenaire du système centré sur les apprentissages. Et donc, il y a cette demande de fait d'une pédagogie coélaborative et donc de donner les moyens d'être un coélaborateur des savoirs et de la connaissance. Donc, c'est plus que participatif. Oui. On a fait de la collaboration, on a fait de la coopération, la coélaboration, c'est autre chose. Et d'ailleurs, notre société en général est probablement en train de devenir coélaborative, et c'est ça qui pose d'ailleurs énormément de problèmes à ceux qui conservent une vision assez traditionnelle de l'exercice démocratique et de la toute-puissance, de la puissance publique. Et moi, je voudrais bien ajouter aussi qu'il n'y a pas uniquement à réfléchir à l'outil pour ces transformations pédagogiques, qu'il y a aussi à réfléchir à la culture numérique, les contextes existentiels dans lesquels on est. Et donc, quand on dit que le numérique, l'avenir de l'école passe par le numérique, je pense que l'avenir des numériques passe par l'école. C'est-à-dire, l'école, c'est un lieu où on apprend aussi à déchiffrer le monde. Bien sûr. Et donc, il y a à déchiffrer ce monde dans ce qu'il produit. Et on apprend à le construire aussi. Et à le construire. Et on a besoin d'acteurs qui le construisent. On voit que ce monde, quand même, dit numérique comme tel, ce monde qui se met en place, beaucoup parlent d'une sorte de domptage. On a été dompté
pour répondre d'une certaine manière. Ça crée des manières de faire. On n'est plus le même avec la tablette, avec l'ordinateur. On a été dompté des technologies. Ça ouvre aussi des espaces de liberté. Ça ouvre aussi des espaces. Voilà. Mais ça est à réfléchir et à penser aussi avec les élèves. On ne peut pas uniquement dire voilà, c'est magnifique, on est tous collaboratifs, mais ce n'est pas facile d'établir des débats avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, ou de parler, ou de respecter la différence, ou de pouvoir établir ses points de vue et d'argumenter ses points de vue. Donc, il y a quelque chose de ce savoir-faire, de l'argumentation, du dialogue, de la disputation, n'est-ce pas, qui doit se mettre en place pour parler et disputer cette culture numérique et ces contextes existentiels dans lesquels on est. Jean-Michel Fargous, il nous reste très peu de temps, 1 minute. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose pour conclure ? Moi, je dirais sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je parlais de co-créativité. Il est évident qu'aujourd'hui, entre un Australien, un Américain, ici on peut co-créer tout d'un coup, et à 3 ou à 10, bien sûr, on peut trouver une solution sur un problème médical quand même grave. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Deuxièmement, sur la domptabilité, vous me disiez, je vous entendais, bon, ça me fait penser, pour faire un peu d'humour, bon, mais ça me rappelle, je crois que c'était Mélenchon sur un plateau de télévision qui dit oui, il faut se mobiliser contre les produits américains, c'est scandaleux, il faut faire un blocage, etc. Et le journaliste qui dit mais monsieur, mais vous avez une tablette, est-ce que vous savez que c'est quand même un produit Apple, c'est un produit, une tablette Apple, c'est un produit américain. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était pour faire de l'humour. Mais en tout cas, et puis dernier point aussi, attention, on a une diversité à gérer aujourd'hui. Moi, je suis aussi un politique. Alors vous pouvez appeler ça explosion sociologique, démographique, ce que vous voulez, mais on a une diversité aujourd'hui à gérer, il faut se le dire. Voilà. C'est évident que c'était aussi un outil assez extraordinaire, bien sûr, pour gérer en classe, parce que quand on nous envoie des enfants qui, quelquefois, sont anglophones, d'ailleurs, c'était pas prévu, le prof, il n'est pas anglophone. Bon, voilà. Donc, je peux vous dire, ça aide considérablement à gérer cette diversité. Je suis désolée parce que le temps tourne et on doit malheureusement arrêter là. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Mardi prochain, dans le cadre de notre désormais traditionnel partenariat avec les entretiens de Valpré, nous analyserons la façon dont on peut passer de l'échec au rebond avec des témoignages de personnes au profil très varié, donc un sujet très différent. Merci en tous les cas à tous les trois pour votre contribution très riche à ce débat. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.